Bonjour à tous, c'est l'heure de point de vue, l'heure des opinions, de préférence subjectives, sur l'actualité du moment qu'on va tout de suite découvrir en images. Emmanuel Macron a passé 1h30 devant les parlementaires réunis en congrès pour faire le bilan de sa première année et tracer des perspectives. Vous a-t-il convaincu? Nous vous poserons la question. Nous les intéresserons aussi au Front National après que 2 juges d'instruction aient décidé de mettre sous séquestre les 2 millions d'euros de subventions publiques qui devaient revenir à ce parti. Marine Le Pen crie au déni de démocratie. Les juges ont-ils raison? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis on va parler d'autres juges aussi, ceux du Conseil constitutionnel, qui ont décidé de censurer le délit de solidarité, celui qui permet de poursuivre des personnes qui soutiennent des migrants en situation irrégulière au nom de la fraternité. Est-ce une victoire des no-borders? On en parlera. Et puis on parlera aussi de Christopher Froome, le cycliste britannique qui est accompagné par les sifflets le long du Tour de France. C'est une conséquence sans doute des soupçons de dopage qui pèsent sur lui. Ces sifflets sont-ils justifiés? Nous en parlerons avec nos 4 invités. Bonsoir Anne Fulda. Vous êtes journaliste politique, grand reporter au Figaro. Vous dirigez entre autres la rubrique des pages portraits de notre quotidien préféré. Votre dernier livre, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, a été publié chez Plomb. Vous nous direz si vous l'avez trouvé parfait. Aujourd'hui encore. Bonsoir Édouard Tétrault. Bonsoir. Vous êtes essayiste, consultant, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Mediafine, et votre dernier livre, Au-delà du mur de l'argent, est publié chez Stock. Absolument. Daniel Bilalian est là aussi. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Vous êtes journaliste, entre autres l'ancien directeur des sports de France Télévisions. Votre livre Les Évadés a été publié aux Presses de la Cité. Et puis Juan Branco est là. Bonsoir. Vous êtes juriste. Vous êtes notamment l'avocat de Julian Assange, l'homme de Wikileaks, et de Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne présente plus. Votre dernier livre, D'après une image de Daesh, a été publié aux éditions Ligne. C'est ça? Oui. Voilà, on parle donc d'Emmanuel Macron qui était tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques minutes, devant le Congrès à Versailles. Le discours était très lent, donc on ne peut pas tout vous passer. En voici quand même un extrait un peu fort d'un engagement du président de la République. C'est sa définition de la politique sociale. Regardez. À mes yeux, le cœur même d'une politique sociale, celle que nous devons porter, n'est pas d'aider les gens à vivre mieux la condition dans laquelle ils sont nés et destinés à rester, mais d'en sortir. Le pilier premier de la politique sociale à laquelle je crois est une politique de l'émancipation de chacun, qui libère du déterminisme social, qui s'affranchit des statuts. Alors je rassure les amateurs des monuments historiques, on n'a pas installé un écran géant dans la salle du Congrès de Versailles, c'est plutôt un effet de la retransmission télévisée. Anne Fulda, il y a eu cet extrait sur la politique sociale, il y a eu plein de moments. J'ai envie de vous dire, parce que vous avez suivi ça de très près, est-ce qu'il vous a convaincu ou pas Emmanuel Macron? Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas si mal que ça. En fait, qu'il a répondu à ce qu'on attendait de lui, même si ça a été, comme d'habitude, trop long. Dans la forme, dans un premier temps, en dehors de effectivement la longueur du discours, je trouve que c'était clair, qu'il n'y avait pas ces formules parfois un peu précieuses, alambiquées, de vieux français, ces citations à l'appel. Là, c'était plus droit au but, avec parfois peut-être un côté genre je veux faire peuple quand il parlait du gâteau qu'il faut partager, un peu comme lorsqu'il parlait du pognon dans la séquence qui a été diffusée. Bon, mais c'était clair et net. Sur le fond, je trouve qu'il a retracé, il est revenu sur l'action qui a été accomplie et sur la situation dans laquelle on était il y a 1 an, ce qui était assez malin parce qu'effectivement, on tend à l'oublier et qu'il y a quand même des actions qui ont été menées. Et il a tracé un cap, donc c'est quand même ce qu'on lui demande. Après, il y a des imprécisions sur les réformes qu'il a annoncées, notamment sur, on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur la réforme qu'il a annoncée pour l'automne sur l'islam et d'autres réformes qu'il a annoncées. Mais quand même, il a fait ce qui revenait à un président de la République, c'est-à-dire tracer un cap et répondre finalement aux principales critiques qu'on lui faisait. Donc globalement, il a fait le job. Juan Branco, c'est aussi votre avis? Moi, je pense que c'est... je dirais en fait que le vrai problème justement de ce discours, c'est au contraire, c'est qu'il ne trace pas de cap parce qu'on ne sait pas du tout où M. Macron veut nous amener. Et il y a un certain nombre de mots-clés qu'il va donner sur le fait de réinaugurer un patriotisme, de se ressaisir d'une société de la compétitivité. Il parle de république contractuelle, ce qui est un oxymore. Il parle à un moment, il dit cette phrase très très intéressante, je trouve. Il dit « Notre projet de société, c'est de renforcer l'économie ». Et là, on voit en fait le creux de quelqu'un qui est arrivé au pouvoir pour faire mieux. C'est-à-dire qu'il a vu toutes les déficiences
d'un pouvoir technocratique de François Hollande, et il s'est dit, moi, je pourrais faire mieux. C'est bien, ça, de vouloir faire mieux. Sauf qu'à aucun moment, et on le sent en fait tout au long de ce discours, à aucun moment, il s'est posé la question de penser le politique, c'est-à-dire penser quelque chose qui emporterait au-delà du faire mieux que ce qui existait. Et en fait, la vision du macronisme en général, c'est cette amélioration de l'existant. Mais à aucun moment, il nous projette quelque part. Donc on voit ce discours, d'une part, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le regardent, ce qui pose une question quand même sur ce genre de dispositif et de la lourdeur qu'il crée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre comme ça de pompe solennelle qui est écrasante et qui s'adresse à des personnes qui, il y a un siècle, étaient des relais pour l'opinion, pour faire, mais qui aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin d'eux. On a des médias qui nous permettent d'accéder directement à la parole du pouvoir. Donc on se pose des questions sur le sens du dispositif. Et derrière, en fait, on se sent très seul quand on voit ce discours, parce qu'en plus, par ailleurs, il appuie sur l'individualité, la responsabilité à chaque fois, et on a du mal à sentir où est-ce qu'il en perd. Oui, mais où est la l'émancipation? On l'a vu dans où est la société? Où est le projet de société? C'est pas un projet de société, c'est un repli sur soi. Oui, enfin, l'émancipation de l'individu, je trouve que c'est plutôt un projet qui se défend, assez noble. Mais bon. C'est un projet libéral, Édouard Tétrault. Enfin, est-ce que ça manquait de souffle, globalement, d'une vision? C'est un petit peu le reproche en demi-teinte que vient de faire votre voisin. Alors, vous imaginez que je ne serais pas complètement d'accord avec mon voisin et camarade de gauche. Il ne faut pas par définition être d'accord. Mais non, d'abord, pour revenir sur le projet. Le projet de la France, ce projet nous impose d'être forts. Il nous faut redresser notre économie, la meilleure école, la meilleure recherche, la meilleure armée. Le projet n'est pas, Dieu merci, un projet d'économiste. La condition pour réussir, le projet français pour l'Europe, pour réussir, et je citerai, si vous me permettez, une autre phrase clé sur l'islam, la condition pour réussir, c'est que ça marche. C'est qu'on ne va pas faire de la France une puissance, on ne va pas pouvoir poser de la solidarité si nous faisons de la France le Venezuela de l'Europe. On se reparlera peut-être tout à l'heure du Venezuela, mais il faut d'abord que ça marche. C'est pas prévu, mais pourquoi pas, on fait ce qu'on veut ici. L'objectif n'est pas l'économie, c'est une condition. Ensuite, je pense une autre phrase clé, je pense un autre mot clé. Nous voulons ramener dans le giron de la République des pans de société qui s'en sont éloignés. La République reconnaît à chacun la liberté de croire et de ne pas croire. Mais attention, il y a des composantes radicales de l'islam. Là, je pense que ce discours a été, entre autres choses, une défense assez forte du principe de laïcité. Je crois que le mot de République a été fortement et souvent prononcé. La liberté de croire et de ne pas croire, ça va nous poser un sujet, non seulement avec les formes les plus radicales de l'islam, mais avec l'islam tout court, dans lequel l'apostasie est nommée. Si vous êtes en terre d'islam, vous n'avez pas le droit de ne pas croire, de ne plus croire. Et donc, nous voulons ramener dans le giron de la République des pans de société qui s'en sont éloignés. Je crois que c'est une phrase clé. On ne va pas réussir le projet français pour l'Europe et le projet français, un projet français de solidarité, si nous faisons de la France le Venezuela de l'Europe, et deux, si effectivement nous ne tenons pas fort sur nos principes les plus fondamentaux. Alors, on va écouter bien sûr la réaction de Daniel Bilalian, mais vous savez que vous pouvez donner évidemment les vôtres, c'est le principe de cette émission. On vous pose la question sur Twitter, est-ce que vous êtes convaincu ou non par Emmanuel Macron? Pour l'instant, c'est plutôt non, à 71%. Sur ce plateau, c'est plus mitigé, puisqu'il y a deux commentaires plutôt positifs. Quel est le vôtre, Daniel Bilalian? Écoutez, je vais vous dire, moi, j'ai écouté le discours du président de la République, j'étais assis dans l'autobus, avec des gens qui étaient là, et je me disais, mais en quoi ce qu'il est en train de dire peut bien les concerner ce soir ou demain matin? Je veux dire, son langage, il est très intéressant, mais personnellement, j'attendais quand même plus de choses. Alors vous allez me dire, pourquoi le président de la République dirait des choses très concrètes? C'est au Premier ministre peut-être de le faire, mais quand même, sur l'immigration, il faut trouver une solution européenne. Bon, on trouve des solutions en Europe sur la taille des fromages et les appellations d'AOC, mais pas sur l'immigration. Moi, cette phrase-là, j'ai déjà entendue 200 fois. Il n'y aura pas de camp de rétention d'immigrés en dehors de l'Europe. Oui, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sur les GAFA, on n'a pas parlé des GAFA, il faut absolument les amener à payer l'impôt. Qu'est-ce qui vient de se passer la semaine dernière à Bruxelles? Ils ont échappé à l'impôt que vous leur faire, les taxes que vous leur faire payer les éditeurs. Donc c'est à zéro. Le plan pauvreté, je ne fais pas un plan pauvreté pour que les pauvres soient moins pauvres, mais pour qu'ils ne soient plus pauvres. Franchement. C'est l'extrait qu'il a passé.
Honnêtement, moi je ne sais pas, mais je suis peut-être très terre à terre, mais il y a eu des chefs d'État et des plus célèbres. Je veux dire, un homme comme le général de Gaulle, lorsqu'il faisait un discours, on savait exactement ce qu'il avait à dire. Je quitte l'OTAN, je donne l'indépendance à l'Algérie, je fais quelque chose. Là, je n'entends rien qui puisse intéresser, alors peut-être a-t-on tort, mais au premier degré, ce soir, un certain nombre de millions de Français. Franchement, je ne vois pas dans ce qu'il a dit. Bon, c'est plein de bonnes intentions. Le service militaire, par exemple. En un mois, on va apprendre aux jeunes Français à se comprendre. Écoutez, j'ai fait 2 ans de service militaire. Je peux vous dire qu'il faut bien 1 an pour que de différentes catégories de Français puissent commencer à se comprendre. C'est pas au bout de 3 semaines qu'on va faire quelque chose. Tout ça, c'est du... Ouais. Vous n'êtes pas totalement convaincu? Non, pas totalement. Il y a un moment où ça a chauffé pendant ce discours, avec des réactions de l'opposition assez fortes, c'est quand Emmanuel Macron s'est engagé à ce que rien ne change pour les retraités. Il avait évidemment en tête ce dossier un peu compliqué des pensions de réversion, où on ne sait plus très bien si le gouvernement veut ou non réformer. Je le dis clairement, rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui, rien. Et pour une raison simple. C'est que pour la première fois, rien. Pour la première fois, ce qui a été choisi n'a pas été de faire une économie sur les retraités d'aujourd'hui ou ceux qui s'apprêtent à partir à la retraite, mais de refonder un système de retraite juste, unique, transparent. C'est compliqué ce sujet-là, hein, Anne Fulda. Il y a quand même un vrai passif avec l'augmentation de la CSG pour les retraités. Il y a ces inquiétudes. Il a du mal à convaincre, là, non? Oui, visiblement, ça ne passe pas. Il ne convainc pas. Il ne s'est pas attardé, d'ailleurs, sur le sujet. Enfin, si ce n'est quand même qu'il a réaffirmé le fait qu'il y aura une vaste réforme et qu'il n'y aura plus de 40 sortes, il a dit 40 catégories de régimes de retraite. C'est vrai qu'il faut qu'on aille vers ça, a priori. Mais est-ce qu'il va réussir à le faire? C'est un peu le vrai défi. On ne sait pas très bien ce qui va se passer là. Donc, ça aussi, c'est une réforme qu'on annonce depuis des années et des années, qu'on attend depuis des années. Un peu comme aussi la grande réforme fiscale. On n'y est pas. Donc, bon, là, je peux dire effectivement, c'est qu'on est plus dans les intentions et qu'on n'a pas vraiment d'axe très précis. C'est vrai. Alors, réaction d'internautes. Sur le chat du Figaro, certains disent que le discours fut creux, d'autres le trouvent à la hauteur de la fonction. Edith critique Macron qui aurait trahi les Français moyens et les retraités avec ses réformes. Justement, chère Edith, on a répondu préventivement à votre question en passant cet extrait. Il y a eu un autre élément qui était intéressant dans ce discours, c'était la fréquence des applaudissements. En voici quelques extraits. Est-ce que, Édouard Cetreau, on a mauvais esprit si on trouve un peu là une majorité godillot qui, en gros, à chaque fois que le président de la République s'arrêtait depuis 3 secondes, applaudissait? Écoutez, je vais laisser Daniel Bilalian en parler en expert sur les... On croirait des applaudissements à la Roland-Garros. Non, effectivement, il y a quelque chose... Je ne sais pas si c'était totalement spontané ou si ça ponctuait les choses, mais je ne suis pas sûr que cela soit déterminant pour la réussite de l'exercice. Voilà. Oui, Daniel Bilalian, peut-être qu'ils étaient sincères, ces parlementaires, quand ils applaudissaient. Oui, ou alors ça avait été préparé quand même pour chauffer la salle, je ne sais pas. Il y a sans doute quelque chose là derrière, parce que c'était quand même un peu systématique. Et de sa part, à lui, les artistes savent très bien faire ça, s'arrêter de parler pour provoquer le déchaînement du public. Oui, d'autant que cette réunion du Congrès arrive à un moment délicat pour le pouvoir après 1 an et une baisse assez substantielle dans les sondages d'opinion du couple président de la République, Premier ministre, comme l'indiquait le dernier baromètre Figaro Magazine. On a juste choisi un dernier petit extrait sur lequel j'aimerais bien avoir votre réaction. Le président de la République a parlé de la culture. Voilà, je vous laisse juger. Écoutez. Il est temps pour la République de se ressaisir de la question culturelle et considérer de nouveau comme de son devoir de faire émerger non une culture officielle,
mais une culture partagée. Alors, Juan Branco, là, honnêtement, je n'ai pas très bien compris culture officielle, culture partagée, mais c'est peut-être moi qui ai mauvais esprit. Moi, je sais juste qu'on a un des ministres de la Culture les plus inexistants depuis 15 ans, et pourtant on en a eu des mauvais ces derniers temps, parce que Pellerin, Philippe Etty, etc., c'était pas des grands génies. Et là, vraiment, on est face à une politique culturelle qui est inexistante, où en gros, on file un chèque. C'est quand même, on en est à ce point-là, c'est qu'on file un chèque aux jeunes pour qu'eux choisissent leur politique culturelle parce qu'on est incapable d'en avoir une pour qu'ils aillent voir des blockbusters et Enfin, on est vraiment dans un truc en plus qui est très marchandisé en plus et dans lequel derrière on est en train de retirer des moyens au ministère de la Culture et de laisser des grands établissements fonctionner de façon autonome, sans direction au sein de l'administration centrale. Donc, il me parle de culture partagée et de culture... franchement... c'est sans doute cette idée, notamment de chèque culturel pour les jeunes à 18 ans. Édouard Tétrault, au risque de choquer, je suis hélas assez d'accord avec mon voisin de gauche sur le sujet de la culture. Il y a là un angle mort. Je crois que nous avons... Au-delà des questions de personnes, il y a un angle mort qui est d'autant plus saillant que nous sommes en face d'un président qui est peut-être l'un des présidents les plus cultivés, qui a la culture au cœur le plus fortement depuis François Mitterrand. Et quand je vois effectivement les impasses dans lesquelles le ministère de la Culture s'est mis, le pass culture, je pense que ça peut être comme le service militaire, je ne sais pas si si on le cale bien, si on l'insère bien et on le fait travailler avec l'éducation nationale, il c'est pour les jeunes une espèce de chèque culturel de 500 €, ce qui est une grosse somme. Oui, mais 500 €, c'est absurde. 500 €, c'est l'équivalent de 2 ans d'argent de poche moyen d'un lycéen en France. Et ça a été un fiasco total en Italie, ça s'est appelé les bonus cultura de Matteo Renzi. C'est évident, il faut reprendre la chose totalement différemment, il faut le faire avec les enseignants, avec l'éducation nationale, il faut susciter la culture, avoir les enseignants partie prenante, peut-être aussi même les primer pour les pousser à ce que leur classe aille ait accès à la culture, et la culture notamment de quartier. On a un sujet, avec la culture classique, on a un sujet aussi d'angle mort qui, moi, me terrifie, parce que les enjeux en termes d'emploi, de création de richesse sont énormes. On a un angle mort terrible sur l'audiovisuel. Moi, je le souhaite, et je ne le fais pas qu'ici, je souhaite vraiment qu'on ait une réorientation, voire une réincarnation assez forte de l'action de la culture dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci, Édouard Tétrault. C'est pas joué d'avance. On ne va pas dans ce sens-là. Si vous regardez bien la télévision, voilà. En tout cas, il n'en a pas parlé pendant son discours, sauf erreur de ma part. Une dernière question, celle de Johan, qui sera peut-être pour vous, cher Anne Fulda, si vous acceptez d'y répondre. À quoi ce congrès a-t-il vraiment servi en définitive ? Finalement, je pense que le but essentiel était d'aller à l'encontre de cette image qui est de plus en plus présente et prégnante d'un président qui n'est pas dénué d'une espèce de morgue, voire de mépris, un président qui ne comprend pas les gens, mais il a tenté de le faire. On voit bien qu'il a montré qu'il avait compris ce qu'on lui reprochait, il avait compris qu'il y avait des gens qui souffraient, qu'il n'avait pas oublié la campagne. Néanmoins, je ne suis pas sûre que le résultat soit atteint. Il a même dit à un moment donné, je dois dire qu'on ne peut pas tout faire, que je vais sans doute faire des erreurs, etc. J'en ai sans doute fait. Il a même reconnu qu'il avait pu se tromper. Il a même dit qu'il était humble. J'arrive devant vous humble et déterminé. Je crois. Voilà. Oui. Est-ce que c'était une découverte ? Ça, nous vous en laissons juge. On passe à un autre sujet. C'était jour de paye aujourd'hui, car les partis politiques français qui reçoivent des dotations publiques en fonction des règles de financement devaient toucher la première partie de leur dotation annuelle. Ça n'a pas été le cas du Front National, car 2 juges d'instruction, à la demande car le parquet, à la demande de 2 juges d'instruction, a décidé de mettre sous séquestre 2 millions d'euros que devait toucher le Front National, une sorte d'avant sur une condamnation possible dans une affaire d'emploi fictif qu'on suit depuis plusieurs mois. Évidemment, ça a beaucoup choqué Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais. Elle en a parlé ce matin sur RMC. 2 juges ont décidé, violant la présomption d'innocence, sans aucun jugement d'un tribunal, d'assassiner le premier parti d'opposition de France. Qu'elle entraîne la mort du Rassemblement national
fin août, car nous verserons les salaires de nos employés fin juillet, fin août. En l'état, nous ne pouvons pas les verser. Alors vous me direz, il est normal que Marine Le Pen s'élève contre cette mesure, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a choisi de la traiter, c'est que même des responsables d'autres bords politiques trouvent cette décision assez contestable. C'est le cas d'Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui a émis des réserves là-dessus. C'est aussi le cas de Jean-Christophe Lagarde, c'est le président de l'UDI, parti de centre-droit, et député de Seine-Saint-Denis. Il était ce matin sur Europe 1. De l'argent public, elle va en recevoir tous les ans. Donc je ne comprends pas pourquoi les magistrats seraient obligés de saisir de l'argent maintenant, risquant effectivement de provoquer la boycott politique d'un parti politique que je combats, mais on ne doit pas le combattre comme ça, alors que si ils ont commis un délit, s'ils ont commis quelque chose qui va les faire condamner, il faut attendre la condamnation pour leur prendre l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette condamnation préventive? Je ne comprends pas bien. Juan Branco, vous êtes juriste. Est-ce que vous êtes choqué par ce que Jean-Christophe Lagarde appelle une condamnation préventive? Non, c'est une mesure provisoire qui est prise de façon régulière par les juges d'instruction et les procureurs dans des affaires similaires, pas forcément politiques, mais en tout cas dans des affaires où justement il y a des soupçons de malversation et autres. Sur le fond, c'est quand même assez ironique que Mme Le Pen, qui était financée à hauteur de 9 millions d'euros par une banque russe sur ordre de Poutine, maintenant vienne se plaindre qu'il y aurait une forme de crise existentielle qui la menacerait et de menace sur sa survivance politique, alors qu'elle a utilisé, et elle le sait très bien, elle sait très bien pourquoi ça intervient, elle a détourné les fonds du Parlement européen à des fins de politique intérieure. Et moi, j'ai droit à la présomption d'innocence quand même. Non, mais c'est évident que ces assistants parlementaires, de ce qu'on sait du dossier, c'est travailler, mais je pense qu'elle devrait le revendiquer. Elle devrait revendiquer qu'elle est pour la sortie de l'Union européenne, enfin qu'elle ait un peu de courage politique, qu'elle dise oui, en effet, on ne croit pas en ces institutions, parce que c'est son discours, et on a décidé d'utiliser l'élection européenne pour prendre des moyens pour lutter contre ces institutions. Cette décision. Et vous, Daniel Bilalian? Ce qui est curieux, c'est qu'elles ne disent pas que cet argent n'a pas servi au fonctionnement du Front National. Mais parce qu'elle le sait. Elle pourrait continuer à dire, mais cet argent a servi au fonctionnement du Front National au niveau européen, au niveau de Strasbourg, au niveau de Bruxelles. Elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Quant à la condamnation, alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais effectivement, si est-ce qu'on était obligé de le faire de manière préventive ou attendre le jugement final? Je pense qu'il y a un petit peu de favoritisme, si je puis dire, en faveur du Front National de la part des juges. Ou en défaveur. Oui, en défaveur. Favoritisme en défaveur. C'est pas impossible. Parce que je ne pense pas que dans le passé, ça se soit déjà passé comme ça. Alors, on vous a posé la question, hein, c'est même la question du jour sur le Figaro.fr. Les juges ont-ils raison de bloquer le versement de 2 millions d'euros de financement au parti de Marine Le Pen? Vous êtes une majorité à considérer que non, à hauteur de 58%. Et vous, Édouard Tétrault, faites-vous partie de cette majorité? Alors, c'est compliqué. Bon, d'abord, quand les Le Pen disent qu'ils ont des problèmes d'argent, on a toujours un petit sourire en coin qui se dessine. Hein, on ne va pas revenir aux origines de la fortune, de la famille, du parti, etc. Le petit rappel à l'ordre sur le fait qu'il y aurait pu y avoir une forme de délinquance financière dans ce parti n'est pas totalement inutile. En revanche, la justice doit être irréprochable, même dans le tribunal médiatique. Et c'est un peu troublant de voir cette saisine arriver. Il ne faudrait pas que cela soit contre-productif et alimente l'idée que nous avons une justice aux ordres qui pourrait séquestrer l'argent des uns et laisser faire les autres. Vous imaginez que le Front National ne sont pas exactement mes meilleurs amis, mais on a quand même un sujet aujourd'hui dans les partis politiques en France où il y a un seul parti qui est riche, qui est La République En Marche, et les autres qui sont pauvres, voire en état de déliquescence. Parce qu'ils ont obtenu de mauvais scores aux dernières élections, ce qui détermine la subvention publique. Voilà, mais attention à ce winner takes all à l'Amérique. Je ne pense pas que c'est en paupérisant et en prolétarisant les partis d'opposition qu'on les affaiblira, au contraire. C'est vrai, là, il y a un risque de victimisation. Oui, c'est d'ailleurs ce que joue Marine Le Pen depuis ce matin. C'est vrai qu'au Front National, ils sont assez experts en la matière dans le domaine de la victimisation. Et là, on lui sert sur
un plateau, le thème, le prétexte de la victimisation. Alors, c'est vrai que sur le fond, on n'est pas à même de se prononcer sur le fond, mais sur la forme, on peut craindre qu'elle exploite cet événement pour jouer cette rengaine habituelle de on veut nous tuer, enfin ce qu'elle a fait, quoi, de l'assassinat politique, on cherche à nous tuer. Et ça, si tant est il y avait, ce que je n'ose imaginer, une intention politique dans cette décision, elle sera contre-productive, je pense. Surtout qu'il n'y en a pas, parce que c'est à l'initiative des juges d'instruction. Alors, s'il y a une chose qui nous sauve le système de justice français, c'est que les juges d'instruction sont vraiment indépendants. Le procureur a suivi la demande des juges d'instruction. Donc, je ne pense pas qu'il y ait cette intention, en l'occurrence, qu'après le Rassemblement national joue cette... Le problème, c'est qu'on ne juge pas aux apparences, même si, comme je ne sais plus que disait, elles sont rarement trompeuses. Les Français qui ont voté Front National et qui sont pour le Front National se disent que c'est marrant, ce type d'intervention, ce type de sanction, ça tombe toujours sur nous parce qu'on représente un danger. Alors, à tort ou à raison, mais c'est ce qu'ils pensent et ça peut que renforcer, à mon avis, son électorat. Ça tombe sur nous parce que nous, on est dangereux, on n'est pas dans le système, on n'est pas dans la France qui va bien, dans la société telle que l'imagine le président de la République. C'est un peu aussi le raisonnement que tenaient un certain nombre d'électeurs de François Fillon pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ce rapprochement vous semble justifié, Édouard Tétrault ? Le rapprochement entre la décision de la justice contre le Rassemblement national, décidément il faut se faire au nouveau nom, cette impression qu'il y a une justice qui veut sanctionner un bord politique plus qu'un autre, de même que François Fillon avait été très rapidement mis en examen à la surprise générale pour des soupçons d'emploi fictif pendant la campagne présidentielle. Alors, je rejoins l'argument de mon voisin de gauche qui dit voilà, c'est la liberté du juge d'instruction, donc il n'y a pas eu instruction du parquet pour... ontologiquement, ce n'était pas le cas. C'est, comme le disait Anne, c'est attention à la perception, à l'image rendue. Je ne sais pas si je fais la comparaison entre François et Pénélope Fillon et des assistants parlementaires, les emplois fictifs du Parlement européen, mais voilà. Voilà, on remarquera que c'est, en tout cas dans les deux cas, des assistants parlementaires. On passe à un autre sujet, encore qu'on va rester chez les juges, mais cette fois-ci chez ceux du Conseil constitutionnel. Le 6 juillet dernier, donc c'était la semaine dernière, le Conseil a censuré une loi qui avait institué une forme de délit de solidarité, même s'il ne s'appelait pas comme ça. En gros, au nom de la fraternité, qui est l'un des éléments de la devise de la République, un citoyen français a le droit d'aider un autrui dans un but humanitaire, là je cite la décision, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Ce qui veut dire qu'on a le droit d'aider un migrant, même en situation irrégulière, alors même que vous savez, il y avait eu des poursuites judiciaires pour ce sujet-là. Alors, où est-ce que ça s'arrête, la fraternité? Est-ce que c'est une victoire pour les no-borders? Daniel Bilalian, c'est une décision assez technique, mais... Moi, ce qui pour le Français que je suis, qui n'est pas un spécialiste du droit, on voit ce que pense un avocat, vous êtes fautif si vous aidez quelqu'un à passer la frontière, mais vous n'êtes pas fautif si vous l'aidez sur le territoire national. Voilà, c'est la distinction que fait le Conseil. Je suis fautif si j'aide quelqu'un à sortir de prison, à s'évader, mais si je le recueille devant la prison et je l'emmène chez moi, je ne suis pas fautif. Ça vous paraît incohérent ? Ça, franchement, il faudra nous l'expliquer. Parce qu'il y a sans doute des raisons très techniques, mais ça, honnêtement, voilà, c'est le type de décision qui peut rendre les gens... hystériques, ils ne comprennent pas. C'est le même système que la déchéance. Vous vous souvenez de la déchéance de nationalité de François Hollande, 99% d'accord, et d'un seul coup, ça ne s'est pas fait. Là, par exemple, comment je ne suis pas fautif à partir du moment où il est là? Quelle est la différence? C'est ça que il y a aussi la notion de pas de contrepartie, c'est-à-dire de oui, contrepartie d'accord, financière. Si, c'est ça. Ça pourrait être une sanction, ça pourrait être une décision. décision. Pas de contrepartie. Voilà, je suis devant la prison de Fresnes, je n'ai pas participé à l'évasion, mais je prends l'évadé devant la prison de Fresnes et je l'emmène chez moi parce que le gars est sympathique, je lui offre à déjeuner, je ne prends pas d'argent, rien du tout. Donc là, je ne suis pas fautif, je suis quelqu'un de fantastique. Voilà. Alors expliquez-moi ça et après, on en reparle.
Juan Branco, quelque chose me dit que vous êtes plutôt d'accord avec cette décision du Conseil. Je ne sais pas, à moi, de la tradition chrétienne d'aider son prochain, à celle de Victor Hugo, aux grands récits qui ont fait l'histoire de France, Les Misérables de Victor Hugo, toute l'histoire de Jean Valjean, etc. Moi, je vois très bien comment, en fait, ça s'inscrit dans une tradition pluricentenaire en France et nécessaire, qui est de dire on ne laisse pas mourir de faim quelqu'un qui est notre voisin, tout simplement. Et on ne l'aide pas à commettre un délit. D'accord, moi, je suis quelqu'un dont les parents viennent de dictatures espagnoles et portugaises et qui sont arrivés en France en étant sans papier, qui n'allaient pas à Châtelet par peur de se faire arrêter. Donc j'ai inscrit dans mon histoire familiale et non seulement ce genre de parcours, mais aussi ce que ça peut donner, ça a fait une intégration, quelque chose qui va finir par contribuer au destin de ce pays. Donc moi, même sur le délit au départ, qui est un délit, donc il faut accepter qu'il soit réprimé, je serais pour qu'on travaille dessus. Mais alors, sur le fait qu'en plus, on ne pourrait même pas prêter assistance à des personnes qui vivent dans des conditions misérables, ça me semble une décision élémentaire qui donne, et là je viens à la question du droit, qui donne enfin une incarnation juridique à un principe qui jusque-là était un peu éthéré. C'est-à-dire que sur la liberté, sur l'égalité, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État fondait des décisions non seulement de principe, de droit, mais là, pour l'une des premières fois, de façon importante, la fraternité devient une source de droit réelle et permet justement de fonder des décisions. Je peux très bien concevoir que quelqu'un aide quelqu'un qui est dans l'illégalité, mais le fait qu'il ne risque rien. Moi, j'aide quelqu'un dans l'illégalité, je prends un risque. Tandis que là, je ne risque rien. C'est ça qui me choque. Mais vous ne l'aidez pas à rester dans son illégalité, vous l'aidez juste à survivre. C'est aide humanitaire, en fait. Quand on dit vous l'aidez pas. Mais c'est vrai que la perception est difficile. C'est encore une question de perception, comment va être traduite et comprise cette mesure par les Français. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que ça parle. Vous parliez de la tradition chrétienne, mais d'ailleurs, le pape François fait souvent référence à cette tradition d'hospitalité, fait que c'est un pays comme la France, c'est difficile que quelqu'un soit incarcéré parce qu'il a aidé quelqu'un en situation de détresse. C'est compliqué. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi le contexte. Je veux dire, on est dans un contexte d'immigration massive, donc on est dans un contexte, quand on prend une décision, elle est politique, il faut en tenir compte. Je ne parle pas, cette décision a été prise il y a 10, 20 ou 30 ou 40 ou 50 ans. Ça n'avait pas on n'avait pas la même idée de cette décision. Mais là, franchement, aujourd'hui, comment voulez-vous que les gens puissent comprendre cette décision? Ça, j'avoue que j'ai du mal, moi. On pose la question sur Twitter à vous tous qui nous suivez, chers amis. Selon vous, la censure du délit de solidarité est-elle une victoire des no-borders? Vous êtes 60% à considérer que oui. Supprimer, c'est un commentaire qui nous est donné. Le problème, c'est que ça a des effets pervers. Certains responsables politiques à droite parlent d'un risque d'effet d'appel d'air. Édouard Tétrault, votre point de vue sur ce sujet? Alors moi, je ne vais pas faire comme gaulliste et chrétien, là, comme disait l'autre, mais comme chrétien et républicain, je trouve la décision du Conseil constitutionnel impeccable et attendue. Le problème, ce n'est pas la décision du Conseil constitutionnel. Le problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est de vivre dans un pays où les peines sont formulées, mais pas exécutées. Le problème, c'est de vivre dans un pays où vous avez, j'ai plus les statistiques sous les yeux, mais un nombre de délinquants qu'on est obligé de remettre en liberté, faute de place dans les prisons. Le problème, il n'est pas dans la décision du Conseil constitutionnel, que je trouve louable, qui sauve un peu notre honneur par rapport à d'autres pays. Le problème, c'est l'absence de respect de la loi dans les compartiments les plus majeurs ailleurs. Si nous disons que nous ne pouvons pas avoir d'immigrés clandestins qui arrivent, qui s'installent sans papier, alors il faut exécuter une politique là-dessus. Et vous voyez, le problème, c'est d'avoir une décision, je le redis, qui est impeccable d'un côté, et de l'autre, une loi qui n'est plus respectée. Et c'est dans ce déséquilibre qu'on va nourrir effectivement c'est un free lunch, c'est un free ride pour la délinquance. Vous voyez, le problème, il est ailleurs. Il est dans le respect de la loi. Alors, il y a quelqu'un qui est moins positif que vous sur cette décision. C'est le député de Lyon, Guillaume Larrivé. C'est le secrétaire général délégué des Républicains qui suit en particulier ces sujets. Il était ce matin sur France Info.
Cette décision, elle est saluée comme un grand progrès par un militant de l'ultra-gauche qui est contre l'idée que la France aurait le droit de choisir qui peut entrer en France. Moi, je souhaite une politique de diminution de l'immigration. Et je pose la question, aujourd'hui à votre antenne, est-ce que la France a encore le droit de définir une politique de diminution de l'immigration sans être censurée par le Conseil constitutionnel? Oui, ça c'est quand même un vrai sujet, Juan Branco. Il y a un risque qu'on appelle peut-être par commodité le gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la majorité qui a voté cette loi instituant ce délit, elle était soutenue par l'opinion, tous les sondages le disent, et le Conseil n'est pas d'accord, donc elle le casse. Est-ce que c'est très démocratique? Moi, je pense que le seul risque qui existe en France aujourd'hui, c'est celui de la lâcheté politique, c'est-à-dire des hommes politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui du coup laissent les juges prendre cet espace-là à leur place, qu'ils soient du Conseil constitutionnel ou d'ailleurs. De façon générale, sur la question de l'application de la loi, je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. On a eu un exemple récent, c'est l'affaire Cahuzac. On a quelqu'un qui continue à exercer en tant que médecin, certes en Guyane, mais alors qu'il a été condamné avec 2 ans avec sursis, pour un sursis, alors que c'est quand même une faute qui, légalement parlant, est extrêmement grave. On s'intéressait plutôt aux immigrés en situation irrégulière qu'on n'arrive jamais à renvoyer chez eux. Vous aurez bien compris que je fais ce renversement volontairement pour vous montrer que ce problème ne touche pas forcément que les espaces que l'on penserait, c'est-à-dire ceux de la marginalité, et qu'au cœur même de l'élite ou de la supposée élite française, il y a cette absence de considération pour l'ordre juridique français. Ça, c'est une première chose. Et de façon générale, sur la question migratoire, on sait qu'il n'y a plus de crise migratoire, c'est-à-dire qu'il y avait 1 million de personnes qui, il y a 3 ans, arrivaient en Europe chaque année. Aujourd'hui, il y en a 80 000. Donc, en gros, la crise migratoire est achevée. Ce qu'il y a maintenant, c'est beaucoup de réfugiés qui sont arrivés et qui vivent dans des conditions extrêmement précaires et qu'on ne peut pas renvoyer en masse. On ne peut pas renvoyer 1 million de personnes maintenant. En plus, on ne sait pas où, en Libye, en Syrie, dans des situations où ça serait les envoyer à la mort. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? On parle d'appel d'air, etc. Mais il n'y a plus de mouvement d'attrait aujourd'hui vers l'Union européenne. Donc la question, c'est est-ce qu'on va continuer à sanctionner ces personnes qui n'y sont pour rien, au fait qu'il y ait des guerres dans leur pays et qu'ils aient fini par prendre des bateaux? Donc est-ce qu'on va leur faire payer pour faire peur à des personnes qui, à des milliers de kilomètres de là, n'ont plus envie de venir ici? Moi, je trouve qu'on est dans un débat qui est politicien, c'est-à-dire qui instrumentalise les plus faibles et fragiles pour essayer de faire monter une mousse qui n'est pas existante. Migratoire, les avis sont plutôt partagés. Enfin, je veux dire, je vous sens très optimiste. C'est des chiffres. Je vous sens très optimiste. L'appel d'air, il est toujours là. Au dernier numéro du Figaro Magazine consacré à la crise migratoire, dans lequel, effectivement, sans nier ce que vous venez d'évoquer, notre confrère Stephen Smith disait, mais l'immigration de masse en provenance d'Afrique, elle n'a pas encore commencé et on l'attend dans les années. Il n'y en a plus maintenant, mais il va y en avoir. On ne peut pas montrer les statistiques, mais effectivement, il y avait plus d'immigrés. En 2016, vous aviez à peu près 200 000 sea arrivals arrivés par la mer avec clandestine dans l'Union européenne. En 2018, il n'y a quasiment plus rien. Ils sont moins nombreux aujourd'hui. Voilà. C'est ce même chercheur qui disait que finalement, le fait que l'Afrique se développe va engendrer un départ de plus en plus nombreux d'immigrants vers l'Europe. Oui, parce que c'est à partir d'un certain niveau de qualification qu'ils ont l'idée de venir. Ils sont de plus en plus qualifiés, les enfants vont de plus en plus longtemps à l'école, donc ils ne trouvent pas dans leur pays, ils ne trouveront pas dans leur pays de quoi exploiter leur richesse intellectuelle, donc ils viendront de plus en plus. Je reviens à la décision. Non, mais je veux dire, c'est une théorie, elle est intéressante. Je l'avais jamais entendue, elle est intéressante. C'est pas la paupérisation qui a fait le plus d'immigrés, ce sera la culture dans ces pays, l'amélioration du niveau scolaire des hommes et des femmes qui fera augmenter encore le nombre d'immigrés. Je reviens à la décision du Conseil constitutionnel. Anne Fulda, cette expression gouvernement des juges est forcément un peu polémique. Elle est volontiers employée par notre confrère Éric Zemmour, par exemple. Mais on peut dire que le Conseil constitutionnel a effectivement rendu une décision politique parce qu'il a une définition de la portée de la fraternité qui était laissée à son appréciation. Enfin, ce n'est pas une décision de droit pur. On peut dire que le Conseil constitutionnel fait de la politique ou pas, à votre avis ? Là, je trouve pas. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que le vrai problème est en amont, c'est le fait que tous ces migrants soient aujourd'hui en France. Après, oui, alors toute décision est politique. Il faut rappeler aussi que c'est une décision qui a été prise suite à une ou deux QPC questions qui ont été questions prioritaires de constitutionnalité posées par les avocats de Héroux et voilà, notamment et Cédric Héroux, donc de Cédric Héroux qui avait été de migrants. donc
Oui, toute décision a une portée politique. De là à dire que cette décision-là est politique, non, je dirais pas ça. Forcément. Elle a une portée politique. Enfin, il y a une nuance, c'est pas pareil. Mais est-ce que les juges doivent ignorer la perception que le grand public peut avoir de leurs décisions? Est-ce qu'ils doivent l'ignorer? C'est une question profonde. La preuve, c'est qu'on a du mal à y répondre. On nous dit, vous avez plusieurs commentaires. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les passeurs? Non. Point d'interrogation. Nous dit Johan. Oui, c'est pas. Ça ne concerne pas les passeurs. Non, parce que justement, eux, ils ont une contrepartie financière. Donc, il faut pas qu'on rentre dans un truc qui va faire paniquer les gens. C'est pas, non. Les personnes qui essaient de tirer profit de la misère et de ces situations-là continueront à être poursuivies et sanctionnées. Par contre, ceux qui, à un moment, voient quelqu'un en bas de chez eux, qui est dans une situation de souffrance, etc., et qui l'accueillent, il y a eu des films qui ont été faits, notamment sur ce qui se passait à Calais, sur les habitants qui aidaient de façon tout à fait désintéressée, étaient condamnés, se retrouvaient devant un palais de justice, alors que c'était des citoyens qui, toute leur vie, avaient respecté la loi. Vous imaginez vivre dans un pays où la plus haute autorité judiciaire vous dit, écoutez, si vous portez secours à quelqu'un, on vous met en prison. Non mais vous voyez, je pousse la chose à l'absurde. Parce que personne ne voulait mettre en prison Cédric Herrou, je ne pense pas. Même le procureur de la République. Je trouve la décision, elle est très digne, le sujet, il est en amont. Voilà. Ok. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet autrement plus léger. Vous connaissez sans doute Christopher Froome, le coureur cycliste britannique, quadruple vainqueur du Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017. Il y a eu des soupçons de dopage contre lui. On a même pensé à un moment qu'il serait interdit de Tour de France. Finalement, il court. L'ambiance n'est pas très chaleureuse autour de lui. Regardez la réaction du public jeudi dernier lors de la présentation officielle des équipes du Tour de France. La formation Sky dans son intégralité et bien évidemment la formation. Beaucoup de sifflets contre Christopher Froome, donc le leader de l'équipe Sky. Et forcément, quand on parle de sport et qu'on a envie de ne pas dire des âneries, on se tourne vers Daniel Bilalian. Est-ce que ces sifflets sont mérités, selon vous ? C'est pas la première année où il est en difficulté. Non, si vous voulez, il y a deux choses contre lui. C'est qu'effectivement, les contrôles antidopage se sont succédés auprès de lui depuis plusieurs années et n'ont jamais rien donné. Le dernier en date avait été commandé au mois de janvier dernier et le résultat est arrivé 2 jours avant le départ du Tour de France, qui n'était quand même pas la meilleure date. Et puis je dirais que Christopher Froome, c'est un peu dur ce que je vais dire, il a contre lui, c'est-à-dire qu'il a un physique qui ne le favorise pas. Il a un peu un physique d'extraterrestre. Et on se dit que ce personnage, on ne le voit jamais en difficulté. On le voit par exemple dans les Alpes, au moment où tout le monde a du mal à grimper, lui il se met à mouliner comme c'est pas possible. Donc on pense qu'il a été soit dopé, soit qu'il a du matériel qui lui-même est illégal par rapport à la compétition. Et regardez-le, il est en photo. Et c'est un personnage qui n'attire pas la sympathie. C'est important en sport. Il y a des gens en sport qui attirent la sympathie, lui ne l'attire pas. En plus, il est à la tête d'une équipe qui est, à la différence des autres, extrêmement bien constituée, qui mène la course avec, par exemple, vous verrez sur beaucoup d'étapes, les équipiers Sky sont devant comme une patrouille de CRS et personne ne bouge derrière sans autorisation. Juan Branco, est-ce que vous êtes choqué par ces réactions du public ? Cette sévérité, elle est partagée par nos internautes sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. On vous pose la question, trouvez-vous que les sifflets à l'encontre de Christopher Froome sont mérités ? Et vous êtes 80% à nous répondre oui. Est-ce que vous aussi, vous auriez sifflé Christopher Froome, si vous aviez été sur les franchement, je pense que oui, parce que ça fait plusieurs années qu'on voit cette personne qui... Alors, je suis désolé de parler de ce sujet comme si... Enfin, mais il se trouve que, pareil, d'origine espagnole, Indurain a baigné mon enfance. Alors lui, justement, en termes de dopage, je pense qu'il n'a pas de leçon à donner, mais j'ai suivi cette affaire depuis longtemps. Et on voit quelqu'un qui n'a aucune apparence de technique particulière et qui pourtant réussit à... Donc ça cache quelque chose. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a même... Vous disiez sur le physique, mais visuellement sur la façon de pédaler, sur le rapport justement qu'il entretient à ce sport, on voit bien qu'il y a un problème. Quand vous ajoutez à ça les articles du Monde qui démontrent qu'en termes de kilowattheure d'énergie dépensée, il y a quelque chose qui est à la limite de l'humain, qui n'est pas du tout normal par rapport aux autres, et qu'on voit bien qu'il y a une équipe, la SkyTeam, qui est extrêmement opaque dans sa gestion de ses affaires, qui fonctionne vraiment en vase clos, avec une sorte de violence très forte, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi dedans. Depuis quand ? C'est pas un hasard. Depuis les Jeux Olympiques, enfin la préparation des Jeux Olympiques à Londres, où il y avait toute une équipe cycliste, une tradition cycliste qui a été presque inventée au Royaume-Uni pour réussir à obtenir un nombre de médailles très importantes pendant cet événement. Et on voit bien qu'en fait, il y a un amoncellement
d'éléments qui permettent de comprendre ce qui se joue autour de cette personne. Et les gens, à un moment, ne supportent plus qu'après tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années, on en soit encore à dévirtuer une nouvelle fois, non seulement la compétition, mais aussi le spectacle et la concurrence entre ces personnes. Anne Fulda, je sais que le cyclisme est une de vos passions, alors je m'en voudrais de ne pas vous demander votre point de vue. Oui, moi je m'en voudrais de ne pas vous le donner, effectivement, parce qu'il est passionnant. Non, moi je suis un peu allergique à toute forme de vindicte populaire, alors, parce que surtout on parle de soupçons. Voilà, on n'a pas de preuves, alors effectivement, en entendant les experts, je vois qu'il y a un faisceau de preuves, de présomption, mais il n'y a pas de preuves. Donc c'est vrai que voilà. Donc voilà, je lui accorderai la présomption d'innocence. C'est toujours le fruit d'une déficience quelque part des institutions. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est symptomatique. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Une sorte de tribunal populaire. Édouard Tétrault. Il y a une statistique que j'adore dans le Tour de France parce que évidemment Christopher Froome, c'est lamentable. Enfin, voilà, il s'est fait prendre. Enfin, et puis la liste est longue de ceux qui ont été. Mais est-ce que vous connaissez le pourcentage d'asthmatiques dans le peloton du Tour de France ? Non mais 80%, c'est monstrueux, ils sont tous asthmatiques, ils sont tous malades, c'est très difficile. Donc, ça c'est parce qu'ils prennent des médicaments pour augmenter leur capacité pulmonaire en disant qu'ils sont asthmatiques. Moi il se trouve, je suis un peu asthmatique avec le rhume des foins, etc. Et donc hop, vous vous shootez à la ventoline, mais après ça vous ouvre. C'est un peu injuste avec Christopher Froome, mais les amateurs de vélo que je connais un tout petit peu pour arrêter l'un des organisateurs de cette compétition pendant des années, ils comprennent le dopage. Quand vous avez déjà du mal à monter en seconde le galibier avant les coureurs et qu'eux le montent, vous comprenez que les gens acceptent le dopage qu'ils n'acceptent dans aucun autre sport. Les gens le comprennent. Et en plus, le Tour de France est quelque chose de très particulier. Le Tour de France, ça n'est pas une compétition sportive. Le Tour de France, moi je l'ai vécu, c'est 3 semaines. Les braves gens sont au bord de la route. Il n'y a que des braves gens au bord de la route. Avec leur famille, papa venait, vous emmenez, grand-père vous emmenez. C'est un moment, c'est Disneyland gratuit toute une journée. C'est un moment de joie de vivre simple entre Français. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on leur gâche ça. Et ce qu'ils voudraient, c'est retrouver des coureurs qui, comme certains dans le temps, ou même comme Thomas Voeckler récemment, avaient des jours de grande forme et des jours de difficulté. Alors qu'avec Christopher Froome, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, il pédale. On ne sait pas si c'est lui qui pédale ou un autre. C'est peu grave. Oui, c'est ça. On leur gâche. C'est un moment, attendez, c'est un moment fantastique en France, le moment du Tour de France. C'est un moment de joie de vivre simple entre les gens. C'est merveilleux. Sur le bord de la route, vous avez que des gens. Vous arrêtez sur le bord de la route, les gens disent venez déjeuner avec nous, venez boire un coup avec nous. Et ça, on leur gâche. C'est ce qu'on est en train de leur gâcher. C'est ça qu'ils ne pardonnent pas à Froome. C'est ça qu'ils ne pardonnent pas. Ah, même si pour lui, c'est pas simple en cette année, puisque il a perdu 51 secondes en chutant samedi. On a vu les images. Mais Daniel Bilalian, vous l'avez rappelé, vous avez été le grand patron du Tour de France pour la télévision. Quand il y avait ces affaires de dopage, est-ce que vous avez eu une inquiétude en vous disant, mais finalement, vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que le Tour va être moins populaire? Est-ce que ça va faire baisser les audiences? Mon inquiétude, je vais vous dire, c'était mon rêve, c'est fini aujourd'hui, c'est qu'un Français. Il n'y a pas un Français qui a gagné depuis Bernard Hinault, qu'un Français gagne, parce qu'à ce moment-là, ce serait extraordinaire. Parce que depuis plusieurs années, entre par exemple les 10 ans d'Armstrong, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui se passait du temps d'Armstrong? Armstrong était devant pendant 21 jours. Il avait son équipe derrière, qui laissait passer de temps en temps un Français pour montrer qu'on laisse passer le 14 juillet. C'est toujours un Français qui gagne pour montrer que la course est régulière. Et donc, ils sont en train de gâcher ce plaisir. Les gens ne sont pas idiots, ils veulent quand même véritablement une compétition. Ils veulent véritablement une compétition. Parce que ce public Tour de France, il est là pour ça. Celui de la télévision, c'est un peu différent. Celui de la télévision, nous y avons ajouté plusieurs dizaines de minutes par jour de visite de la France. Parce qu'on redécouvre leur pays aussi à travers le Tour de France. Eux, ils ne connaissent plus que le McDo et l'autoroute et le péage. Et là, on leur dit, il y a des routes secondaires. Ah bon, avec une église tous les 300 mètres. Ah, c'est fantastique, extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait venir pour commenter le Tour de France, des gens comme Eric Fotorino, le patron du Monde, qui appelait toutes les après-midi des intellectuels comme Finkielkraut et des gens comme ça en lui disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Je regarde le Tour de France. Et dans le Figaro demain, il y a un portrait de Thomas Voeckler. Absolument, dans le Figaro quotidien de demain. Edouard Tétrault, vous le suivez, ce Tour de France, vous? Bref, non, si je prends ma casquette d'économiste, je serais quand même, si j'étais organisateur du Tour de France, je me poserais quand même quelques petites questions en me disant, est-ce que tout ça, est-ce que cette tolérance au dopage, que Daniel a très bien exprimée, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas se retrouver avec quelque chose d'assez
Voilà, je sais qu'il faut, il faut du pain et des jeux, il ne faut pas toucher à ce totem, mais je me mettrai un point de vigilance pour les organisateurs du Tour, parce qu'on voilà, on est dans une époque qui a un peu changé. Plus que le dopage, c'est la corruption dans le sport que je crains aujourd'hui. Voilà. Le sport amène tellement d'argent que la corruption est là, le blanchiment d'argent est là, que ce soit dans le cyclisme, les équipes qui viennent de l'ex-Union soviétique, dans le football, ça permet de blanchir de l'argent. Et c'est ça qui est terrible. Et l'argent est tellement présent que, par exemple, dans le football, vous savez pourquoi aujourd'hui on fait l'arbitrage vidéo? Non pas pour éviter les... C'est parce qu'il y a tellement d'argent que les gens qui ont mis 200 millions dans le Paris Saint-Germain n'ont pas envie qu'un arbitre comme ça se trompe de décision. Donc, quand vous avez mis 400 millions dans un club, vous ne voulez pas que, comme ça, si vous êtes arbitre, au moins on se trompe. Donc, on n'aura plus rien à se raconter dans les cafés dans quelques années sur la main de Maradona ou le pied d'un tel. Bon, ça sera fini. Mais non, vous allez voir, ça ne sera jamais fini. Vive le sport. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Point de vue, c'est fini pour ce soir. Mais Marie-Amélie Lombard vous retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous.